Il pleut sous la nuit. Une eau s'étend au centre d'une ville, en face d'un jardin botanique, où les cerisiers ont jeté leurs fleurs, et le pont crève l'œil limicole, suspendu au-dessus de la balustrade. L'architecture du lieu a sa dimension, elle fait feu. Un ciel dans un ciel, sans appartenance. Le sentier est battu par le vent, l'eau monte et touche la pierre posée dans le battement auréolaire. Nuage parce que vent et mouvement en grand. L'espèce sous forme de 3 anatidés se dispute un courant. Le 4e, poussin pour 3 paires-d'yeux, dérive sur une lame maritime et exténue le regard identificateur. Pourtour, préhistoire d'un corps excédé en quête de dissimulation, si marchons à la brune désormais, entre le bosquet de bambou et le plan cimenté, les mains cassées parce que battantes, muret ou palissade, belvédère. Oiseaux sans envol, décortiqués par le courant. Je vous dis, à vous, qu'on est 3 à l'observer, à la brune désormais, et bras tendus au-dessus de la lagune, 3 corps projetés sous une lune embuée, à dire son nom d'anatidé et floraison de marais sous les palmes agitées. Orphelin des brumes, il avance, il recule, et nous, car nous sommes chacun, et seuls, plusieurs, cessons, point virgule, d'être sémiotiques, au moment où le courant l'arrache à sa plume, et l'oiseau, scindé, voltige a contrario, le corps coupé en 2 corps identiques. Petit bout de papier gribouillé, avalé par un désir de concordance. Le dos tourné, apparaît dans l'étroit embranchement détaché un signe tuberculé. Dis-toi que si la lune fait son ciel, toi-même est syndicat du réel. Il aurait fallu s'entendre sur un désaccord, reconnaître d'emblée l'impossibilité d'une actualité avant même d'ouvrir l'heure des corps dispersés, lire dans le temps l'indéchiffrable histoire de sa déchirure, salir sa peau intouchée, poser sa bouche sur une surface fragile et usée. Dire, comme si le mot pouvait s'apparenter à la langue qu'il avance sur une promesse trop largement diffusée, comme si le temps pouvait se maîtriser dans l'effort vomitique des intelligences bernées par un savoir assimilé, répercuté sur les ondes marchandes, leur disgrâce. Je voudrais me débarrasser d'une idée, m'en débarrasser comme d'une mauvaise habitude et passage réitéré le long d'un même couloir fluorescent, mal oxygéné. La concordance se veut une évidence. Nous sommes là. Si je vous parle, c'est que vous êtes présent, je n'en doute pas. Je voudrais tout de même devant vous rompre une idée de l'évidence qui repose justement sur l'alliage de plusieurs mensonges, sûrement. Peut-être s'agit-il, par obstination anachronique, de maintenir une distance là où nous sommes voués à la refuser, à la faveur d'une proximité inculquée. Par là, je veux dire le contrat, l'entente, par lequel nous abusons formellement du présent, de ce qui se dit actuel, d'un corps coupé en 2 corps, au moins. Sachant qu'il n'y a pas de corps sans meurtre, qu'il n'y a pas de meurtre sans accusation. Si je dis nous, j'entends une forme de contingence aléatoire, une sorte d'inventaire où la part d'invention est submergée comme un membre superflu, gorgé de boue, vidé de son sang, glapissant son mortel démembrement, numéroté, sensuel et macabre et dégurgité.
C'est entre nous, me semble-t-il, que cela s'est donné pour vrai, dans l'inversion des hémisphères et désirs de renvoi et adjudication, en vase clos et bourbe et sensations incurvées. Le saviez-vous que l'aile détachée de l'os se dit arquée? Le bassin flanche, le calcaire s'émiette et poussière, l'ilium est île et cavité. Dans un texte publié pour la première fois en 1969 dans Cinema Nuovo et repris dans Empirismo Eretico, Pierpaolo Pasolini affirme que la distance, je cite, qui sépare le grondement du tonnerre de la lumière de l'éclair, certaines fois semble incroyable. J'ai vu en version doublée, écrit-il, le stupéfiant Ugetsu, conte de la lune vague après la pluie, et les paroles traduites du japonais n'avaient rien à voir avec les personnes qui parlaient. Elles se produisaient dans deux temps absolument différents. Que ne serait-on pas sans le doublage, le dédoublement des temps sur le sort des organes défaillants, une ombre qui appelle son ombre, sa part de miroir et visage. Mais il n'y a pas de visage, pas plus qu'il n'y a de nom. L'encadrure est un vide sans être un néant. Si je cours, si je danse, c'est le même temps, arrêté sur l'image de sa disparition. La phrase excisée de Pasolini insiste, je cite, « Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège de ces cas limites, pas même des cas plus normaux, c'est-à-dire de la majorité des cas. Les films, en Italie particulièrement, à cause du doublage, sont toujours mal parlés et le tonnerre est une sorte de régurgitation ou de bâillement qui boite derrière l'éclair. » Mais c'est justement le piège à ne pas se laisser prendre qui m'incite, la doppia ora de l'ombre vide dans laquelle Claude Cahun me suspend et que j'espère pouvoir vous dire plus clairement dans l'instant qui fait du rêve l'équivalent de la folie. Si c'est un mot double, car composé, dont la répercussion signale la défaite du nous par lequel nous nous voyons. Car l'actualisation historique du corps coupé en deux corps, telle qu'elle a été formulée par Walter Benjamin, repose sur un éclat sémantique dont la conséquence, répercutée en français de façon plurielle, sert de preuve supplémentaire quant à l'incommensurabilité du présent, l'impossibilité de recevoir le présent. Il s'agit de la déclinaison en français par plusieurs traductions simultanées du Jetztzeit, du concept de l'histoire, soit maintenant, désormais, temps de l'heure, temps actuel et actualité, et dont la brisure sous-tend et entreprend l'heure juste de son abrogation. Si nous en restions là, nous trouverions, malgré cette distribution qui se veut d'égal à égal, une façon de l'enfermer. Mais alors une feuille vient froisser, pour ainsi dire, la lame et desserrer la poigne. Elle s'indigne ainsi, je cite, « La réalité est donnée comme réalité ». La phrase est du philosophe Kuki Shuzo est tirée d'un poème publié pour la première fois en 1926, « La réalité est donnée comme réalité ». J'attire votre attention sur le fait, je l'apprends, que ce même mot de réalité qui s'offre comme homologue au mot japonais genjitsu, qui traduit, est aussi traduisible par actualité. Ainsi, l'actuel auquel nous serions conviés, là, maintenant, est intraitablement lié à ce qui se dit matériel ou concret. La fruste échancrure qui dit arrachage et meurtrissure, un temps s'appartenant déjà son devoir. Le tout étant sujet à interprétation, sachant que l'une des composantes du réel est le vrai
sans exigence de vraisemblance. Kuki Shuzo, soit dit en passant, quoique son aîné, a été l'étudiant de Heidegger, qui en a ultérieurement abusé dans un texte contestable qui assume en français le titre « Dialogue avec un japonais », penseur de Nikki, le rapport de Kuki au totalitarisme de l'ère Meiji est sujet à controverse. Ce qui n'était que double est deux, affirme Cain dans une lettre à Moore rédigée entre 48 et 51. L'équivalence signalée par la réalité ainsi donnée de la phrase de Kuki coupe en deux parts identiques ce qui ne peut ni se ressembler ni se rassembler. La part égale repose sur une économie du leurre comme l'idée fourvoyée d'une impossible réciprocité. C'est l'œil qui en sera corrigé à la brune désormais sous l'orage. Le mouvement du réel reporté sur le vrai et le risque de toute tentative de simultanéité ou de ressemblance, voire de rassemblance. C'est à la fois l'insidieux désir de simulation pratiqué par les eugénistes de tous les temps, y compris à l'heure actuelle par le clonage, par exemple, ou les techniques d'assistance médicale à la procréation, et la pulsion nationaliste par laquelle l'histoire se valide uniquement par antécédence. C'est ce qui se dirait tragique si ce n'était la foi qui la motive, sachant que le tragique est ce qui brise tout en étant brisé. Les jangadeiros sont des marins-pêcheurs vivant dans le nord-est du Brésil. Dans les années 40, s'étant construit à radeau-voile en rondins de bois liés, un groupe représentatif de 4 d'entre eux a parcouru les 2000 km périlleux de la côte brésilienne, les séparant de Rio de Janeiro, où ils ont demandé une audience avec le président, dictateur de l'époque, Getúlio Donelles Vargas, dans le but d'améliorer leurs écrasantes conditions de travail, laquelle leur a été accordée ainsi que leur demande. Orson Welles, dont l'itinéraire l'a amené au Brésil en 1942, afin de tourner en même temps qu'il achevait son travail sur The Magnificent Ambersons, par incitation du gouvernement brésilien de l'époque, département de tourisme, et en collaboration avec le Bureau des Affaires interaméricaines, un film propagandiste, s'est intéressé à leur histoire, se détournant de sa douteuse mission diplomatique, et s'est engagé à en faire un segment de son film douloureusement inachevé, It's All True. Les 4 jangadeiros ayant effectué le voyage historique devaient se représenter dans leur propre rôle. Au moment du tournage, un accident s'est réclamé de la vie du jangadeiro Manuel Olimpio Meira, dit Chacaré, que son frère a fini par doubler afin d'achever la séquence dont l'exaltation a été tempérée par la mort actuelle. 4 men on a raft dit de façon stupéfiante l'impossibilité d'une redite contre toute promesse d'une technologie reproductible en laissant entrevoir la doublure déchirée de l'histoire. Il fait l'éloge d'un éloge dont il aura été l'incitation de l'origine. Je vous propose ce qui suit comme pièce à conviction accessoire. En 1958, le photographe Watabe Yukichi a obtenu la permission de documenter l'enquête menée par la police de Tokyo dans l'affaire du corps coupé. Je n'invente pas. Le récit qui suit est extrait de l'ouvrage A Criminal Investigation. Je cite, « En juillet 1958, la police lance une campagne spéciale sur tout le territoire, première en son genre. Elle a pour objet de permettre à l'ensemble des forces de l'ordre de comparer les données relatives à 21 affaires de meurtres non élucidées. Cette campagne conduit à l'identification d'un cadavre jusqu'alors inconnu, découvert à Kurashiki, préfecture d'Okayama, en février 1956. Le corps est celui de Miura Shofu,
mais curieusement, Miura est enregistrée comme encore en vie. C'est alors que la police réalise qu'elle est confrontée à une affaire d'usurpation d'identité. En fait, Miura s'appelle Onishi Katsumi. Arrêté le 16 juillet 1958, il avoue avoir commis 4 assassinats. Le 1er juin 1955, il a empoisonné ses parents adoptifs Onishi Fukumatsu et son épouse Kuma à leur domicile de Shimonoseki, préfecture de Yamaguchi, avec du cyanure. Ensuite, il a quitté Hokkaido, où il travaillait dans un magasin d'alimentation sous un faux nom, et s'est rendu à Tokyo. Là, il a fait la connaissance avec Miura Shofu, l'a persuadé de lui vendre sa carte d'identité contre 40 000 yens et l'a tué afin d'adopter son identité. Il s'est marié et a trouvé un emploi dans une usine de carton. Par la suite, il a assassiné Sato Tadashi, également afin de subtiliser son identité. Fin de citation. Du corps de Miura, on a retrouvé un nez, 2 phalanges, ainsi qu'un membre, le sexe. Il manque plusieurs doigts coupés. Du visage, il ne reste que la nuée d'acide employée afin d'en détruire les traits. Le corps ainsi dévisagé est trouvé de l'autre côté du lac. J'ajouterai à ce sujet que ni le visage ni le corps de Miura n'ont été photographiés par Watabe, ou du moins, si elle existe, cette photo n'est pas publiée dans la suite de l'enquête du corps coupé. Une des photos recadrées tranche le bras d'un policier derrière lequel est visible une porte vitrée. Troisième pièce à conviction. Après 57 millions d'années, le Dévonien a été porté disparu. Cela s'est passé il y a environ 360 millions d'années, après l'avènement des feuilles, des racines et des lagunes sableuses. C'était avant l'apparition des fleurs. Cette période correspond à l'importante sortie des eaux. Adam Sedgwick, l'un des fondateurs de la géologie moderne et professeur de Charles Darwin, a proposé une interprétation des formations géologiques, notamment du sud-ouest de l'Angleterre. En s'attaquant à la question dévonienne, ses biographes John Willis Clark et Thomas McKennie Hughes affirment en 1890 que les roches du nord du promontoire de Devon sont couchées dans un pli qui ressemble à un creux et s'étend d'est en ouest, telles que les roches plus anciennes apparaissent le long de la manche de Bristol et de nouveau au sud, suivant une ligne qui s'étend plus ou moins vers l'ouest, d'Exeter jusqu'à la mer. Ni l'une ni l'autre de ces deux séries s'est trouvée à être exactement comme les roches qui apparaissent de l'autre côté de la Manche, à l'horizon plus ou moins où l'on s'y attendrait. Préoccupés par la différence entre deux groupes de matières minérales, ils ajoutent « Il a donc été nécessaire de se demander si l'un ou l'autre de ces lits de Devon était l'équivalent géologique de dépôts abandonnés sous d'autres conditions dans la région attenante du pays de Galles, et là où il y avait une ressemblance, si certains d'entre eux n'auraient après tout qu'une ressemblance accidentelle aux strates avec lesquelles ils avaient jusqu'ici été identifiés. » Toujours est-il que le corps, constitutionnellement naufragé, subit le cinéma réitéré de son extraction. Je vous dirai un cinéma. Ce matin, dans le train, un jeune homme s'est effondré. Il était mort, les yeux ouverts sur rien, mort, la tête enfoncée dans le banc contre lequel son corps l'avait jeté. Ensuite, il s'est relevé, honteux et en colère de s'être ainsi vu mourir par des personnes qui ne méritaient pas la scène de cette intimité. La photographie opère une autopsie du réel. J'ai déjà eu l'occasion de réfléchir à son infini prélèvement de détails matériels en suivant la pensée de la tensification du cinéaste Michelangelo Antonioni,
qui ferait de la photographie une radiographie impossible, car dès qu'elle se voit soumise à ces procédés d'exposition, elle finit par attirer cela même qu'elle tente de fixer. Je citerai avec Paul Virilio la destruction atomique de la ville d'Hiroshima comme seul exemple. La photographie est une façon d'en finir, ou encore une façon de monde, si par monde on entend ce qui ne s'actualise pas. Une façon d'en finir avec le monde, d'en autopsier l'infime détail du réel par le biais d'une série de transpositions. S'agirait-il de l'envers de l'agissante pensée simultanée, départagée entre l'effort littéraire et photographique que qu'a un homme tout en disant sa volatilité? Le passage tiré du scrapbook en exergue de ce texte subit un curieux glissement sous l'influence du biographe. Si je devais vous soumettre une quatrième pièce à conviction, elle assumerait la forme de ces pages qui constituent avant tout une lettre adressée à Moore et dont le texte, parfois humoristique, rassemble une part de l'expérience partagée par les amantes sous l'occupation allemande. Cain y souligne par exemple l'impossible repérage de la part de la Gestapo chez un photographe des films, ou encore des documents glissés dans les pages d'un livre perquisitionné, retrouvés intacts ultérieurement. Une note en bas de la dernière page de ce texte posthume avertit le lecteur quant à l'ajout, par une suture sinon invisible, d'une lettre adressée à Charles-Henri Barbier, sans en préciser la date ou la raison de cet appendice. Laissant de côté la possibilité d'un travail douteux d'édition, je voudrais ne serait-ce que mentionner, car le temps me fera bientôt défaut, que le nous qui relie Cain à Moore dans la première partie du texte est disloqué par le nous implicite des derniers paragraphes dans lesquels Suzanne est nommée objectivement et le je supplante le reste. La mémoire de Cain, qu'elle dit exactement fidèle au film qui se déroule sur l'écran des nuages, subit ici un montage qui fait écho à des propos qu'elle tient au sujet d'un photographe collaborateur. Je sais, écrit-elle, par expérience de photographe, qu'il est aisé de reproduire un film et fort malaisé de distinguer la reproduction de l'original. Échec de l'idée même d'une révélation possible. Il s'agit effectivement d'une déclaration de l'extinction des océans et des prénoms et de l'éboulement des façades. Aucune pensée du visage ne sortira le corps de sa concentration, ni la main de son tremblement. Je n'aurais rien dit de l'ombre jetée. Dans l'égal à égal, il y a l'évidence qui disparaît. Un visage collé au siècle, voué à l'auscultation, et dont les traits ainsi scrutés se fondent dans le fossile introuvable d'une voix. Un vide jeté sur le temps qui déchante l'appartenance. On monte, on descend. Toujours est-il que les plastiques fondent jusque dans les gosiers pélagiques et ligotent les poumons des dauphins. L'égal à égal et ce qui ne s'entend pas. C'est l'image qui échappe à sa contingence en haute mer et à la marée basse, les pieds dégoulinés comme de la cire chaude sur les tempes des falaises effondrées et froid. Le vertige accompagné d'un nauséabond bouleversement, c'est une descente sans enfer et durée, tout ce par quoi l'évidence se dépense. Tout n'est pas peine capitale. Si j'ai été appelée à l'exhumer, je me serais gardée de le nommer. Et moi, le corps coupé en deux corps pour lequel il n'y a qu'un seul courant. Le courlis dit Numenius arcuata doit sa voix à un maldonne. Si le littré affirme que le chant de ce gralateur des marais ressemble à son nom,
Le dictionnaire Oxford exprime poliment des doutes quant à cette équivalence étymologique et trace quant à lui un lien entre le courlis et le corps-lieu. On y entend le corps se déplacer, corps-lieu de courir, messager. Même l'oiseau n'est pas oiseau, à en croire sa face cachée. Je ne sais plus qui a crié, si c'est moi ou si c'est le lac. Merci.